Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de nous retrouver ce soir avec le professeur Dreynaud pour aborder la prise en charge du mélanome. Alors, les problèmes effectivement de mélanome et de tumeurs cutanées, on est en tant que médecin généraliste confronté de temps en temps à des patients qui ont ou ce type de lésion ou ce type de crainte. En plus, avec les beaux jours qui arrivent, les questions en consultation reviennent de manière assez fréquente sur les sujets à risque, quel type d'exposition, à partir de quel âge, comment se protéger. Des sites et applications apparaissent aussi pour vanter des diagnostics, des prises en charge ou des évaluations des risques dermato. Et donc, nous avons souhaité, avec Deuxième Avis, ce soir organiser un webinaire avec le professeur Dreynaud de Nantes. Alors, le professeur Dreynaud est un oncodermatologue qui est expert dans le domaine des cancers cutanés, de l'immunothérapie du mélanome, mais aussi des maladies inflammatoires. Elle travaille aussi en recherche sur le mélanome, sur les effets indésirables liés aux médicaments. Elle co-dirige une équipe INSERM. Elle est fondatrice de différentes associations européennes, françaises et de recherche dans le domaine de la dermato. Professeur, je vais vous laisser la parole pour cet exposé et je me permettrai d'intervenir à la fin pour reposer quelques questions sur des interventions ou questions qui apparaîtront avec nos auditeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et donc de pouvoir discuter la prise en charge du mélanome. Alors, qui dit prise en charge du mélanome dit d'abord quelques chiffres. Comme vous le voyez actuellement, on est aux alentours de 14 000 nouveaux cas. C'était en 2012. C'est à peu près aujourd'hui aux alentours de 15 000. Ça touche toutes les tranches d'âge avec un pic entre 50 et 60 ans et un petit peu plus donc chez l'homme que chez la femme. Lorsque vous regardez ce schéma, en fait, c'était il y a un mois aux États-Unis ou à leur congrès, vous voyez combien l'incidence du mélanome augmente. Par contre, la mortalité, elle reste stable et ça, c'est une bonne nouvelle. Et quand on regarde la figure en haut à droite, eh bien, on voit que l'on a même depuis 2011 une chute en fait. Cette chute que l'on a est tout simplement en lien avec les nouveaux traitements du mélanome métastatique dont je vais vous parler. Donc, vous voyez les chiffres en 2024 aux USA, ils ont à peu près 200 000, on peut dire, mélanomes, avec donc une plus grande fréquence, comme je vous le disais, chez l'homme que chez la femme. Et vous voyez le nombre de morts, 8 290. Alors, comment faire un diagnostic de mélanome? Et ça, c'est essentiel puisque plus tôt on le fera, plus on a de chances de pouvoir guérir le malade. Voilà, le mélanome le plus typique et le plus facile à diagnostiquer, c'est ce qu'on appelle le SSM, Superficial Spreading Melanoma. En fait, c'est un grain de beauté au départ qui va se modifier en couleur et en forme. Et c'est cette notion de modification la plus précoce possible que vous pourrez identifier qui permettra de faire le diagnostic et d'avoir le plus de chances de guérir le malade. Donc, je vais vous en montrer plusieurs. Voilà un autre exemple. Vous voyez qu'il y avait au départ un névus. Ce névus a commencé à se modifier. Malheureusement, on voit que la partie noire est déjà un peu épaisse. Donc, c'est déjà un SSM qui a évolué depuis plusieurs mois, voire années. On l'enlève et vous voyez qu'on a déjà, je vais vous en reparler, une épaisseur de 1,2 mm. En fait, ici, vous vous retrouvez simplement devant ce qu'on appelle le névus. Et tout de suite, le névus, ce que vous voyez, c'est qu'il est bien symétrique, il a une couleur homogène, il a des bords qui sont nets. Et ce que l'on va surveiller, en fait, c'est le fait que la couleur n'ait pas tendance à baver, qu'elle n'ait pas tendance à se modifier, comme je viens de vous le montrer précédemment, et avoir ce côté asymétrique. Donc, c'est un névus composé que l'on surveille, qui pourrait potentiellement ou non donner un mélanome. En tout cas, là, il n'en a aucun signe. Voici un autre élément chez un enfant qui est très fréquent. Il a des grains de beauté et on voit cette dépigmentation autour. C'est ce que l'on appelle un névus de Sutton. Le message clé chez l'enfant, le névus de Sutton, ce n'est absolument pas grave.
on peut tout à fait le laisser. C'est juste une dépigmentation, phénomène immunologique. Par contre, si vous avez la même chose chez un adulte, recherchez sur une autre partie du corps un mélanome. Névus de Sutton. Voilà, vous voyez cette jeune femme-là, vous voyez son dos, et là, quand on regarde, c'est ce qu'on appelle le signe du vilain petit canard. Un des névus n'a pas le même aspect, et vous l'avez repéré, c'est celui-là, que l'on voit en gros plan. À nouveau, le caractère asymétrique, vous voyez les couleurs qui sont inhomogènes, j'ai du mal à en faire le tour, les contours deviennent irréguliers, et la patiente peut vous dire éventuellement qu'elle a vu qu'il avait grossi. Bien sûr, c'est un signe alors très important. On est avec un Breslow qui est à 0,90. On est déjà relativement précoce. Ça, c'est simplement pour vous montrer le diagnostic différentiel le plus fréquent. Regardez la surface. La surface est pleine de stries. Il y a cet aspect croûteux kératosique. C'est ce qu'on appelle une kératose séboréique, anciennement verrue séboréique, lésion totalement bénigne qui ne dégénère jamais, même si elle est excoriée. Et c'est souvent le premier diagnostic différentiel. Donc, regardez bien cette surface particulière, irrégulière de la verrue séboréique. Alors, également, quelque chose qui est bénin, cet aspect d'un névus, il est en relief. C'est ce pourquoi les malades viennent nous voir le plus souvent, parce qu'ils se voient, il est en relief, ils pensent à un mélanome. En fait, il s'agit d'un névus dermique qui a cet aspect souvent un petit peu molluscoïde. Eh bien, c'est bénin, c'est un névus dermique. Toute la composante névique se trouve dans le derme, il ne dégénérera pas. Également très fréquent. Là, vous avez ce que l'on appelle un névus bleu. Le névus bleu, c'est lorsque les cellules, en fait, mélanocytaires sont dans le derme profond. On a simplement mis là un tout petit peu d'huile pour le prendre, pour prendre la photo. Les cellules sont profondes. Névus bleu, il ne bougera pas, il est bénin. Alors là, par contre, eh bien, c'est une malade qui a eu cette lésion pigmentaire au début. Malheureusement, elle n'a pas été consultée suffisamment tôt. Et ce qui est passé à la partie centrale, c'est le mélanome qui s'est développé sur ce que l'on appelle un mélanome de Dubreuil. Si on enlève au stade de mélanome de Dubreuil guérison quasi sûre à 50%, là, ce ne sera pas le cas. Et vous voyez qu'on a déjà un Breslow qui est à 0,85. Alors, ça, totalement bénin, on en voit beaucoup adressés en consultation. C'est ce que l'on appelle des névus molluscoïdes qui sont aussi des névus dermiques. Souvent, les patients parlent de tétine, totalement bénin. Ça peut être enlevé par l'azote liquide ou par électrocoagulation sans aucun problème. Alors, voilà, ça, c'est vraiment intéressant parce que là, vous avez le névus bien limité plan. Et regardez la lésion qui est juste à côté. Eh bien, cette lésion à côté, elle est brillante, elle est lisse. C'est la différence à ce que je vous ai montré tout à l'heure de la kératose séboréique beaucoup plus irrégulière. Et là, on a ce qu'on appelle un mélanome qui s'est développé juste sous le névus sous-jacent que l'on aperçoit, mais il s'est développé rapidement. C'est ce qu'on appelle un mélanome nodulaire. Donc, le SSM, premier type. Le deuxième type, mélanome nodulaire, beaucoup plus agressif et qui souvent en 6 mois va vous donner un mélanome avec l'épaisseur que vous voyez là. Il va donner beaucoup plus rapidement des métastases. Ça, c'est un névus congénital. Névus congénital, il faut savoir qu'il y en a à peu près entre 5 à 10% de ces grandes tailles de névus congénitaux qui vont se transformer en mélanome. À ce stade-là, deux solutions. Soit le chirurgien plasticien va vous proposer de l'enlever avec une reconstruction qui va se faire en plusieurs étapes, soit ça va être une surveillance qui va être bien sûr devoir être régulière, donc adhésion du patient. Par contre, lorsque vous avez des névis congénitaux de petite taille, ne pas hésiter à les enlever, c'est facile et vous ramenez votre risque de mélanome à 0. Donc là, névus congénital, ça, le gros piège, en fait, ce sont donc un mélanome achromique. Le mélanome achromique, comme vous le voyez, le gros diagnostic différentiel, je vais vous en montrer un, c'est l'angiome. C'est un piège pour nous, dermatologues.
C'est la notion de cette irrégularité. Vous trouvez que c'est irrégulier, le ou la patiente vous a dit que ça grossissait beaucoup. N'hésitez pas à l'enlever, simplement faire une exérèse simple et on aura le diagnostic. Vous voyez qu'on a déjà un mélanome avec sur cette partie-là un Breslow à 0,23. Un autre type de mélanome, le mélanome des extrémités. Là, c'est un mélanome au talon. Il pourrait être également au niveau du doigt. Ce sont des mélanomes qui sont souvent diagnostiqués tardivement. Et donc, c'est ce qu'on appelle le mélanome acrolentigineux. Y penser devant des taches noires. Et le diagnostic différentiel ici, bien sûr, c'est de penser à une verrue. Avis pour exérèse, on a un mélanome donc acrolentigineux. Tout à l'heure, je vous ai parlé des névus donc dermiques. Eh bien voilà un, c'est très fréquent sur le visage ou sur les bras très souvent, totalement bénin, même si au rasage c'est excorié. Voilà maintenant un autre mélanome nodulaire. Vous voyez comment il est, vous voyez comment il est brillant. Ça, c'est typiquement un mélanome nodulaire, difficile de faire le diagnostic, il va se développer en 6 mois, alors que l'autre, le SSM, je vous ai dit plusieurs mois, voire plusieurs années. Beaucoup plus facile de faire donc le diagnostic, on a plus le temps en tout cas pour le faire. Vous voyez que là, on a un Breslow qui est déjà très élevé. Alors ça, simplement, quand c'est un névus bien régulier, mais on est sur un doigt. Attention, surveillez bien les névis du doigt, sinon vous pouvez donc avoir, c'est une zone où ça se traumatise assez facilement et le mélanome n'est pas douloureux, donc pensez à ce moment-là qu'il faut mettre en place une surveillance régulière et avertir le patient qu'il doit lui-même le surveiller. Voilà, vous pouvez discuter éventuellement sur cet étanévus composé d'un orteil ici, l'exérèse comme je vous l'avais dit, exérèse du fait de la localisation notamment parce que c'est une localisation que l'on a du mal à surveiller les orteils, en particulier au niveau des pieds. Alors au total, de ce que je viens vous montrer, comment reconnaît-on un mélanome? Je vous ai montré un dos avec plusieurs névis, vous avez vu, il y a une lésion qui est différente. Vous mettez à 1 mètre lorsqu'un patient a beaucoup de grains de beauté de névis et vous regardez celui qui potentiellement peut être différent. Sinon, la règle ABCDE, je suis asymétrique, des bords irréguliers, une couleur inhomogène, un diamètre supérieur à 0,5 cm et le fait qu'il y ait cette notion d'évolutivité. C'est exactement ce que je vous ai montré. A, asymétrie, on le voit bien là. Ensuite, des bords qui sont irréguliers, la couleur qui est inhomogène et le diamètre et l'extension qui sont des critères plus importants. Vous verrez, en dermatologie, souvent on s'aide de la dermoscopie. Vous voyez là comme une grosse loupe qui nous donne une sémiologie un peu plus fine et qui demande un minimum de formation. Mais aujourd'hui, même des médecins généralistes donc, se forment à la dermoscopie. Alors voilà. En fait, quand vous allez regarder votre compte-rendu anatomopathologique, il y a 2 éléments qui sont importants, mais surtout un. On va avoir 2 manières de mesurer l'épaisseur du mélanome qui va définir le pronostic. Ce qu'on appelle l'indice de Clark, qui va, comme vous le voyez, aller de 1 lorsque c'est dans l'épiderme, on va pouvoir guérir, jusqu'à 5 quand vous arrivez dans l'hypoderme. Et le niveau de Clark, comme vous le voyez, exige une continuité en fait de la partie superficielle du mélanome jusqu'à sa partie profonde pour pouvoir le calculer. Alors que l'indice de Breslow, ça va être des cellules les plus superficielles aux cellules les plus profondes, même si vous avez une interruption entre les deux. Et donc cet indice de Breslow, c'est celui qu'on utilise le plus. Il est en millimètres et vous voyez pourquoi il est important. Lorsque vous avez un Breslow intraépidermique, vous avez réussi à l'enlever tout de suite, 100% de guérison à 5 ans. Ensuite, quand vous êtes à moins de 1 mm, on commence à baisser, 93, puis au fur et à mesure que vous allez avoir une augmentation de votre Breslow, vous voyez qu'à partir de 2 mm, eh bien, les survies à 5 ans, je parle bien de survie, elles vont être beaucoup moins bonnes. Puis les atteintes ganglionnaires, et ça, je vais revenir dessus. Vous voyez qu'entre un mélanome qui a un Breslow à partir de entre 2 et 4 mm, la survie à 5 ans,
n'est pas différente que d'une atteinte ganglionnaire et ça va vous expliquer pourquoi, à ce stade, je vais vous parler d'un traitement adjuvant. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Si maintenant on a fait un diagnostic de mélanome, on a vu ensemble le SSM, on a vu le mélanome nodulaire, on a vu le mélanome acrolentigineux des extrémités et le mélanome acronique. Vous évoquez un diagnostic de mélanome, donc à partir de ce moment-là, il va y avoir la nécessité de discuter une exérèse du mélanome et un passage en RCP. Deux solutions. Soit ce passage en RCP, vous voulez le faire d'emblée, soit vous avez déjà adressé au dermatologue ou au chirurgien qui a pratiqué l'exérèse complète de la lésion pigmentaire, mais en passant à 1 ou 2 mm, de manière à avoir le Breslow. Et à la RCP, on va définir la reprise chirurgicale qu'il faut réaliser. Donc, il y a deux solutions. Soit on va organiser une chirurgie d'exérèse seule, si le mélanome est présent à la RCP, soit le mélanome a été enlevé, on a le Breslow, et à ce moment-là, on va discuter deux choses. Quelle distance je vais passer autour du mélanome et est-ce que je vais faire un ganglion sentinelle? Alors, pour répondre à ces deux questions, vous voyez que la marge d'exérèse, elle va être, si on a un mélanome qui est intraépidermique, c'est-à-dire in situ, on va passer à 5 mm, et quand on a plus de 2 mm, à 2 cm. Donc, il y a un message qui est très important, donc c'est ou 0,5 ou 1 cm ou 2 cm. On ne fait plus aujourd'hui d'exérèse au-delà. Ça, c'est vraiment un message clé. Et en profondeur, on n'est pas devant un sarcome, par conséquent, on ne va pas enlever l'aponévrose ni le fascia. On ne les enlève pas. Plus d'exérèse à 3 cm ou plus, ça doit cesser. C'est vraiment de la mutilation, ça ne change rien le pronostic du mélanome. Voilà, je voulais juste vous les remettre parce qu'il y a une question que vous pouvez me poser, c'est me dire, bah oui, mais là, regardez la taille de la lésion. Si par hasard, ce n'est pas un mélanome, je vais enlever très large. Alors oui, il y a des cas où je vais faire une biopsie en essayant de m'appuyer sur la zone que je trouve la plus épaisse et la plus noire pour le faire. Donc là, est-ce que je vais faire une biopsie? Non, je vais enlever la lésion. Vous voyez, 5 mm, j'ai à peine 1 cm, c'est pas compliqué. J'ai un mélanome nodulaire, j'enlève tout le mélanome, je calcule mon Breslow et je fais ma reprise chirurgicale, je discute le ganglion sentinelle. Là, oui, je vais faire une biopsie, évidemment, parce que la question qui va se poser, comme c'est un mélanome, ça va être une amputation probable des 2 orteils. Par conséquent, on va faire une biopsie en essayant donc d'aller dans la zone la plus épaisse. Et là, bien sûr, également, je vais faire une biopsie sur cette zone-là. Si j'ai un doute sur le névus congénital, je vais faire une biopsie. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que nos classifications des mélanomes primitifs, elle est un peu complexe parce qu'elle est dérivée des Américains, c'est toujours un peu complexe. Donc, j'ai essayé de vous simplifier les choses. Vous avez en fait au départ 1 mm. Ensuite, vous partez de 1 à 2 mm. Je vous ai supprimé les intermédiaires. Puis, il peut avoir une épaisseur entre 2 et 4 mm et il a plus de 4 mm. On retient que c'est 4 grammes. Ce qu'on va regarder, il n'a pas d'ulcération, il a une ulcération. Et donc, la classification, et on est obligé d'avoir une classification américaine, elle va être basée dessus pour vous définir, donc ce que je viens de vous dire, les T2, T3. Le A, c'est quand il n'y a pas d'ulcération, B, une ulcération. Ce qu'il faut, en fait, pour nous retenir, c'est qu'à partir du moment où on va voir un 2B, eh bien, je vais pouvoir maintenant, depuis 1 an, proposer aux patients un traitement adjuvant par immunothérapie. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau. Donc, l'épaisseur du mélanome est important. Vous voyez là, lorsque j'ai un stade qui va être 2B, c'est-à-dire que vous avez plus de 1 mm entre 1 et 2 mm ou au-dessus, avec une ulcération, vous allez pouvoir proposer à votre patient à ce moment-là un traitement adjuvant.
Alors, qu'est-ce qu'on a montré? C'est que la survie des patients qui avaient un mélanome à 2B et 2C, ce qui représente 7% environ des mélanomes, eh bien, je vous l'ai montré, par rapport aux ganglions, on ne gagne pas grand-chose. Alors, je vous montre ce que l'on gagne, parce que je pense que la photo, c'est ce qu'il y a de mieux. On a un recul de 2 ans, et vous voyez qu'on a 8,4% aujourd'hui déjà de différence à 2 ans. Les patients qui ont reçu un traitement, donc par immunothérapie versus ceux qui n'en ont pas reçu. Or, 2 ans, c'est très peu. Les rechutes sur le mélanome, en général, au stade primitif, elles vont être entre 2 et 5 ans. Donc, on voit déjà que l'on arrive à gagner. Alors, je vous ai dit, est-ce qu'on va faire un ganglion sentinelle? Le ganglion sentinelle, vous retenez qu'on va nous le discuter pour les mélanomes qui ont un Breslow supérieur à 1 mm. Vous pouvez le proposer en fait entre 0 et 1 mm ou inférieur à 0,8 ulcéré, mais en général, il va être négatif. Donc moi, ma recommandation, c'est de ne le discuter qu'à partir du moment où vous êtes au-delà de 1 mm. À ce moment-là, s'il est positif, donc votre ganglion sentinelle, c'est le premier relais qui sera en ganglionnaire après votre tumeur. On peut l'identifier avec un colorant ou maintenant beaucoup plus souvent avec un isotope. Et s'il est positif, pas de curage ganglionnaire. On a montré que ça ne servait à rien. Ça aussi, on voit trop souvent de curage ganglionnaire, mais traitement adjuvant. Ce traitement adjuvant, comment on va le déterminer? Je vais regarder sur mon ganglion sentinelle s'il est BRAF positif ou négatif. Il est BRAF positif, je vais pouvoir faire de la thérapie ciblée, donc un anti-BRAF et un anti-MEC. Si il est négatif, eh bien, je vais faire de l'immunothérapie anti-PD1. Mais on peut aussi, si vous posez la question, faire une immunothérapie anti-PD1 s'il est BRAF positif. Donc, BRAF négatif, vous ne pouvez pas faire de thérapie ciblée. BRAF positif, vous pouvez faire les deux. Alors, on continue. On trouve maintenant un patient qui vient vous voir. Il a été opéré il y a 2 ans, par exemple, d'un mélanome. Il a un ganglion. À ce moment-là, il y a un ganglion dans la zone régionale où a été enlevé le mélanome. Vous faites à ce moment-là un bilan d'extension. Vous vérifiez notamment le PET scan est un excellent examen qui n'a pas de métastase. S'il n'y a aucune autre localisation, on fait un curage ganglionnaire complet. Pas de radiothérapie complémentaire. On va discuter un traitement adjuvant à nouveau. Soit on va faire, s'il est BRAF positif, thérapie ciblée dont je viens de vous parler, anti-BRAF, anti-MEC ou anti-PD1. S'il est BRAF négatif, on fera un anti-PD1. La durée de l'immunothérapie comme de la thérapie ciblée est en fait de 1 an, comme vous le voyez là. On a 2 immunothérapies, le nivolumab, le pembrolizumab, et les injections sont réalisées tous les mois à ce moment-là à l'hôpital. Ça peut éventuellement se discuter en hospitalisation à domicile. Et par contre, quand vous avez une thérapie ciblée, eh bien à ce moment-là, le traitement se fait par voie orale pendant 1 an. La réduction du risque de récidive, elle est aux alentours de 40 à 50%, mais on n'a pas encore assez de recul dans les études pour dire que l'on a une différence sur la survie globale. Et ça, c'est un point qu'on explique aux patients. Voilà, vous voyez donc que l'on a sur le risque de rechute, il est significativement moindre dans le groupe qui a été traité là, notamment par immunothérapie adjuvante. Ce serait la même chose pour la thérapie ciblée. Alors, au total, donc, lorsque votre patient, on continue notre parcours, malgré le curage ganglionnaire, malgré l'immunothérapie ou la thérapie ciblée en adjuvante, il passe au stade métastatique ou, c'est le cas aussi dans le mélanome, d'emblée, il peut passer de la tumeur primitive au stade métastatique. 2 possibilités de traitement aujourd'hui, la thérapie ciblée, où en fait on sait que le mélanome a une mutation qui est la mutation BRAF. Donc on a à notre disposition des anti-BRAF qui nous permettent donc de bloquer cette mutation. Simplement, au départ on ne faisait que ça, mais on s'est aperçu
que via l'activation de RAS, le mélanome était capable d'aller stimuler un autre facteur qu'on appelle CAF, peu importe, et à partir de là, d'aller stimuler MEC. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu que l'on associe un anti-BRAF et un anti-MEC. Sinon, il contournait la mutation RAF et allait directement sur MEC. Donc, aujourd'hui, on fait toujours une thérapie ciblée avec 2 molécules. L'immunothérapie, c'est complètement différent. On ne cible plus la cellule tumorale, on cible le micro-environnement. On va aller fixer un anticorps sur un lymphocyte T pour l'activer, le rendre tueur et le maintenir dans sa fonction de cellule tueuse. Voilà, et on en a 2 aujourd'hui, l'anti-PD1, dont je vous ai déjà parlé en adjuvant, et un deuxième qui est l'anti-CTLA4, que l'on appelle encore l'ipilimumab. Et je vous parle de ces 2 anticorps parce qu'aujourd'hui, on les combine. Alors, voilà comment ça se passe. J'ai un patient qui m'est adressé, il a des manifestement, par exemple, une métastase pulmonaire. Je vais faire un bilan d'extension. Le PET scan ou le scanner sont parfaits. La différence, c'est qu'au niveau cérébral, en général, on complète par une IRM parce que l'IRM va être beaucoup plus précise pour mettre en évidence la métastase cérébrale, en particulier avec un PET scan. Ensuite, en parallèle, je vais faire une biopsie de la métastase et regarder quel est son statut. Est-ce qu'elle est BRAF positive ou est-ce qu'elle est BRAF négative? Et la mutation s'appelle BRAF V600. Peu importe. Si vous avez un patient qui est BRAF muté, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, on commence en général par de l'immunothérapie combinée anti-PD1 et anti-CTLA4 plutôt que de faire un inhibiteur de la thérapie ciblée. On a de meilleurs résultats, surtout, on a des résultats de durée prolongée. Avec l'immunothérapie, on peut arrêter le traitement quand on est en rémission complète. On ne peut pas avec la thérapie ciblée. Tous ces éléments-là nous ont amenés à le proposer de première intention. Et on sait aujourd'hui, avec un recul de 7 ans, qu'on a des patients on a un taux de réponse de 50%, ce qui veut quand même dire qu'on a quand même 50% des patients non répondeurs. Mais c'est énorme ce que l'on a gagné. Si votre patient rechute ou ne répond pas à l'anti-PD1, qu'il est BRAF muté, je vais pouvoir lui faire à ce moment-là un anti-BRAF. Sinon, la seule cas où vous allez pouvoir faire d'emblée une thérapie ciblée, c'est si c'est un patient qui passe de la tumeur primitive à un stade métastatique avec beaucoup de métastases au bilan d'extension, ce qu'on appelle des formes agressives. Là, oui, l'anti-BRAF est plus rapide que l'immunothérapie et à ce moment-là, je vais faire un anti-BRAF d'emblée. Quitte à faire après, si le patient échappe ou n'est pas répondeur, l'immunothérapie. Et puis, les troisièmes lignes, eh bien, ce sont des patients qui vont rentrer dans des protocoles où on essaye d'avoir des nouvelles molécules sur de nouvelles mutations, chimiothérapie ou soins de support. Si votre patient est BRAF négatif, votre choix il est simple. Vous n'avez que l'immunothérapie. On partira sur une immunothérapie combinée. Éventuellement, si on a une contre-indication, si le patient est trop âgé, un anti-PD1 seul. Et bien entendu, s'il ne répond pas ou rechute, on va se retrouver dans la situation chimiothérapie ou protocole thérapeutique nouveau. Alors, je vous ai fait cette dernière diapo simplement pour les métastases cérébrales. Ces métastases cérébrales, aujourd'hui, il y a 40% qui vont répondre à une thérapie combinée. Donc, on ne fait plus de radiothérapie d'emblée. On préfère faire chez ces patients une immunothérapie combinée. Et c'est vraiment là, l'immunothérapie, vous avez vu que je n'ai pas mis l'anti-PD1 seul. On n'a vraiment pas de bonne réponse. La seule cas où je vais faire un anti-BRAF, c'est une thérapie ciblée. C'est le patient qui est bien sûr BRAF positif et qui a des signes de maux de tête ou des nausées. Donc, il y a des signes d'hypertension intracrânienne. Là, s'il est BRAF positif, la thérapie ciblée marchera mieux et je vais me réserver l'immunothérapie. Sinon, on est dans ce sens-là. Mais là, vraiment, les dernières données australiennes qui nous ont été présentées en fin d'année
montrent que c'est vraiment très intéressant. Sinon, ce que l'on utilise dans les métastases cérébrales, lorsque vous en avez en petit nombre et qu'elles sont de petites tasses, c'est ce qu'on appelle le gamma knife, qui est en fait une forme de radiothérapie chirurgicale qui va cibler la métastase, quitte après à faire en complément de l'immunothérapie. Voilà. Alors, le problème de l'immunothérapie, je vous en parle parce que les médecins généralistes, vous êtes en première ligne. Il y a beaucoup d'effets secondaires auto-immuns. Heureusement, ils sont en général peu intenses, mais quand vous avez ces effets secondaires, ils peuvent être de tout ordre, de type cutané, de type cardiaque, de type digestif, de type endocrinien. Ils sont beaucoup plus fréquents qu'avec la thérapie ciblée, où on va retrouver avant tout des troubles digestifs et des lésions cutanées. Et vous voyez sur ce schéma en bas qu'il y a une chronologie. La peau, vous voyez, va débuter et va être la plus fréquente, et vous allez avoir d'autres effets secondaires endocriniens qui vont être plus. Donc voilà. Enfin, et ça sera ma dernière diapositive, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, et pour que vous ne soyez pas étonnés, on commence dans le mélanome le traitement néoadjuvant, c'est-à-dire au lieu de faire curage ganglionnaire, par exemple, et traitement adjuvant, eh bien, je vais commencer par l'immunothérapie. Il y a des patients qui répondent dont les ganglions régressent complètement. On ne fait pas de chirurgie. Et si on a une régression partielle, eh bien, on fait la chirurgie et on complète par un traitement adjuvant. Et bien, l'avantage, c'est qu'on a des taux de réponse à 90% et qui sont stables. C'est nouveau, mais ça va se développer. Voilà, et donc au total, ce qui sera aussi toujours très important, et là je parle en tant que dermatologue, eh bien c'est de traiter en même temps et de suivre la peau du patient, lui donner des conseils sur le plan de sa qualité de vie. Ce sera quelque chose d'absolument essentiel pour l'aider. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Eh bien, écoutez, cher professeur, un grand merci déjà pour cet exposé particulièrement intéressant et qui nous a appris effectivement comment nos patients avec mélanome étaient pris en charge après notre cabinet. Un certain nombre de questions sont arrivées. La première, c'est effectivement sur le mélanome inguéal, ou en tout cas entre le patient qui arrive avec une tache sous l'ongle. Est-ce que c'est un hématome que l'on surveille ou est-ce qu'on l'adresse rapidement à un dermato? Oui, vous avez raison concernant l'ongle, c'est une question importante. En fait, il y a deux diagnostics différentiels au niveau de l'ongle pour le mélanome. La première, vous l'avez cité, c'est l'hématome. Comment je vais faire en fait pour voir un hématome? Je vais regarder une fois mon patient qui a cette coloration marron. Je fais une photo, je regarde, je le fais revenir. 8 jours après, ça suffit. Si c'est un hématome, vous allez voir avec l'évolution, la pousse de la matrice, votre hématome qui va se déplacer vers la partie distale. Lorsque vous avez un mélanome, vous avez une bande pigmentaire qui est en général tout du long de l'ongle. Cette bande, dès qu'elle va dépasser 2 mm de diamètre, pose le problème d'un mélanome, et en particulier si vous avez ce que nous on appelle le signe de Hutchinson, c'est-à-dire que vous avez une pigmentation juste sur le repli inguéal. Alors pour la mettre en évidence, c'est simple, vous prenez un peu d'alcool, ça va rendre votre épiderme transparent et vous allez voir que sur la peau, à la base de l'ongle, eh bien, vous avez une pigmentation. L'autre diagnostic différentiel que vous avez, c'est tout simplement les onychomycoses pigmentaires et elles sont localisées sur le bord latéral de l'ongle. Alors, notre gros problème, c'est que si je suspecte un mélanome, eh bien, il va falloir que je ne peux pas d'emblée, évidemment, proposer une amputation. Je vais devoir faire, là oui, une biopsie. Et pour faire cette biopsie, il est impératif que je prenne la matrice de l'ongle. C'est là où est le lit du mélanome. Alors, la matrice de l'ongle, elle est sous l'ongle. Une fois que j'aurai fait la biopsie, l'ongle sera abîmé ou j'aurais été obligé de l'enlever. Mais c'est indispensable. Donc là, on fait une biopsie au niveau du lit de l'ongle. Si c'est sur la partie latérale de l'ongle, c'est plus facile. S'il s'avère que c'est bénin, on peut faire une petite greffe. Si c'est un mélanome, dans tous les cas, la discussion qu'on aura, sauf si c'est une forme intraépidermique, où on enlève seulement l'ongle et le lit de l'ongle,
Dans tous les cas, c'est une amputation que l'on va faire sur la première phalange. Donc, c'est évidemment quelque chose d'important, mais l'hématome, en dehors de l'histoire clinique, revoyez le patient, il va automatiquement se déplacer rapidement. Donc ça, c'est là, c'est vraiment quelque chose d'important. Une deuxième question sur la grossesse, avec deux questions. Diagnostic d'un mélanome durant une grossesse qu'on dit à tenir et possibilité d'une grossesse après un traitement contre un mélanome. Alors, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, on n'aime pas enlever, j'aime pas enlever un névus qui se modifie pendant la grossesse parce que le fait qu'il y ait des modifications hormonales et en particulier de la progestérone, spontanément modifie les névis. Donc, c'est déjà un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a le moindre doute, on va enlever juste le névus et passer à 1 ou 2 mm. Si c'est un mélanome, on va faire la reprise chirurgicale et là, par contre, on va faire une surveillance clinique de la patiente. On ne va pas mettre en route de traitement adjuvant. S'il s'avère que j'ai une patiente pour laquelle on se retrouve en situation métastatique, tout dépend à quel moment je vais l'avoir. Si c'est au début de la grossesse, on va la faire avorter. Si c'est en fin de grossesse, on va essayer de la faire tenir le plus longtemps possible, éventuellement démarrer l'immunothérapie, la faire accoucher le plus précocement possible. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en général, les mélanomes de la grossesse sont des formes beaucoup plus agressives. Si une femme maintenant a eu un mélanome et qu'elle souhaite une grossesse, j'attends en moyenne 2 ans. Les rechutes précoces notamment ganglionnaires, elles vont se faire en général dans les 2 ans. Et par voie de conséquent, au-delà de 2 ans, on est déjà en situation un petit peu moins à risque, mais le risque existe, il faut lui expliquer. En tout cas, attendre au moins 2 ans. J'ai des collègues qui attendent 5 ans. Il n'y a pas de règle précise, si ce n'est que plus le temps passe quand même, plus le risque de rechute diminue. Et une troisième question qui est concernant les zones de frottement. Tout ce qui est zone de frottement sur ce type de lésion, c'est-à-dire les sous-vêtements, le rasage, les cols de chemise ou le cuir chevelu, est-ce qu'il faut aller rapidement vers une exérèse de précaution pour éviter justement cette stimulation de la lésion? Lorsque vous avez un névus composé, comme je vous en ai montré 2 ou 3, lorsqu'ils sont en zone de frottement, soit vous avez un patient qui, vous le savez, va pouvoir le surveiller bien, vous pouvez être en surveillance, soit vous avez un doute, et dans ces cas-là, il faut mieux l'enlever. Je pense par exemple, une bretelle de soutien-gorge au niveau du dos, c'est quasiment impossible, il faut mieux en pratiquer l'exérèse simple, votre risque passe à 0. Donc, le frottement peut être un facteur de risque. On l'identifie surtout comme facteur de risque dans les mélanomes acro-lentigineux. Ceci dit, le mélanome acro-lentigineux chez le sujet caucasien est beaucoup plus rare que le sujet asiatique et le sujet noir. Dans tous les cas, un névus excorié, vous en pratiquez l'exérèse, vous ne le laissez pas. Si c'est une kératoséborique, si c'est un névus dermique, il n'y a aucun problème. Est-ce que je peux abuser avec deux questions supplémentaires? Oui, bien sûr. Une première sur qu'est-ce qui explique l'agressivité finalement du processus du mélanome par rapport à d'autres tumeurs? Alors, en fait, aujourd'hui, on n'a pas, disons qu'on a 2 approches. Premièrement, le mélanome familial est quand même une forme de mélanome souvent qui va être plus agressive. Malheureusement, il n'y a pas qu'une mutation pour le mélanome, il y a des mutations congénitales, LCD-K2-NA, il y en a d'autres. Et par voie de conséquent, on ne peut pas faire un dépistage. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, on a quand même des mélanomes plus agressifs chez les patients qui ont des phototypes clairs. Je pense au Sugiru notamment. Le troisième chose, c'est des traitements antérieurs immunosuppresseurs qui peuvent intervenir. Le mélanome est ainsi particulièrement agressif lorsqu'il arrive chez un patient transplanté. Quand ce n'est pas le cas, et pourquoi un tel va développer un mélanome nodulaire et un autre ne va pas le développer, on sait que c'est lié
au système immunitaire de la peau, mais on ne sait pas pourquoi aujourd'hui il y a une différence. Donc, on a quelques pistes, mais on est vraiment encore dans le domaine de la recherche aujourd'hui. Et par ailleurs, ce qu'on ne sait pas, enfin, ce qu'on pense, c'est qu'il y a probablement une possibilité pour le mélanocyte de se localiser ailleurs que la peau, notamment sur le système nerveux, puisque le mélanocyte dérive en fait du système neurologique. On pense qu'on a des foyers au niveau cérébral de mélanocytes qui vont rester en peau toute leur vie, qui peuvent éventuellement se développer, donner naissance à des clones, et qui expliquent aussi que les métastases cérébrales sont une forme de révélation en fait d'un mélanome qui est non négligeable, et que l'on peut aussi avoir des passages, comme je vous l'ai dit d'emblée, en fait, du mélanome primitif vers un stade métastatique. C'est vraiment une tumeur qui est très particulière par rapport à ces liens avec le système immunitaire, mais ça explique aussi pourquoi l'immunothérapie marche si bien et pourquoi par rapport à d'autres tumeurs, je pense au carcinome pulmonaire par exemple, on n'a pas besoin d'associer immunothérapie et chimiothérapie. Et la deuxième, certains sites maintenant vantent des photos que l'on peut envoyer à des dermatologues pour avoir un premier avis. Quel est votre avis sur ces sites et sur cette étape photo par rapport à une consultation qui est bien sûr beaucoup plus évidente en termes de diagnostic, mais parfois plus tardive en termes de date de rendez-vous? Alors, ça, c'est très important. Par expérience, il faut que ce soit des sites qui soient des sites professionnels où on ait des très bonnes qualités de photos. On est dans le domaine de la téléexpertise. La téléconsultation, c'est beaucoup plus compliqué de faire un diagnostic. L'intérêt que j'y vois, vous l'avez dit. Pour moi, ça sert de tri. J'en fais de la téléexpertise et ça me permet, disons, au moins 2 fois sur 3, parce que c'est beaucoup plus fréquent de dire c'est une kératose actinique ou c'est une kératose séborique, comme je vous ai demandé. Un, ça permet pour vous d'avoir un diagnostic rapide. Deux, de rassurer rapidement votre patient. Dès qu'on a un doute, en général, comme on est le médecin, si j'ai un doute sur un mélanome, automatiquement, ma consultation, je vais le prendre plus rapidement en consultation. Donc, après, ça dépend de vos années d'expérience. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vois des mélanomes, donc l'œil est adapté. Il y a vraiment des cas où je suis absolument certain de moi. Dès que je vais avoir un doute, je vais demander à le voir à ce moment-là en consultation ou à le faire voir par un collègue si j'ai pas de temps. Mais ça permet d'accélérer le circuit et de faire un peu ce que j'appelle le gatekeeper. Donc ça, je trouve que c'est pour ça quelque chose d'intéressant, mais je parle de la téléexpertise. Eh bien, écoutez, encore merci, professeur Dreno, pour ce webinaire particulièrement intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. Merci à toute l'équipe de Deuxième Avis qui a organisé ce webinaire. Le replay sera, comme d'habitude, disponible à la fin de cet événement. N'hésitez pas à le partager et donnez-nous votre feedback pour nous aider à nous améliorer en permanence. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir.